Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes en direct du studio François-Xavier en Lime, Nouman, pour cet exercice, l'exercice du débat politique tous les mercredis soirs. Ce soir, nous allons parler à nouveau des élections générales de 2026 qui se préparent autour de l'audit du fichier électoral qui se poursuit et la Sénat également qui se lance. Mais avant tout propos, mesdames et messieurs, il est bien de se rappeler de ce journaliste animateur, le premier animateur de cette émission, le Forum politique. Je l'annonçais tantôt, nous sommes en direct du studio François-Xavier en Lime, Nouman. C'est bien de lui qu'il s'agit. Un an déjà qu'il nous a quittés. Jour pour jour, 22 juillet, c'était hier. Alors, il serait bien de pouvoir dire quelques mots sur ce journaliste animateur que nous avons connu et que nous avons vu à l'œuvre. Je vais donc laisser la parole aux invités pour qu'ils placent un petit mot en son souvenir. Joël Atay-Guédegbe, bonsoir. Bonsoir Mel, bonsoir aux amis. Un mot sur François-Xavier en Lime, Nouman, un an déjà. Oui, un an déjà. L'émotion est toujours là. Et c'est finalement un mauvais rêve, mais avec lequel il faut faire. Voilà. Le plus important, c'est de nous souvenir de ce que François-Xavier nous a laissé de si bon, de si gai. Il était quelqu'un de très gai, de taquin et de travailleur. En tout cas, voilà, nous allons progressivement faire son deuil et accepter la volonté divine en l'espèce, même si c'est très dur. Même si c'est très dur. Georges Anangonou, bonsoir. Bonsoir Maël. Bonsoir aux téléspectateurs, mais laissez-moi parler de vous d'abord. Vous n'avez pas fait le deuil de François, on dirait. Vous avez plein d'émotions dans la voix, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Mais vous devez comprendre depuis la mort de François Xavier que tout peut arriver. Bien sûr. Tout peut arriver, d'accord? Parce que c'est vrai qu'on était loin de penser à la disparition d'un garçon pareil, un garçon très jovial, Bien sûr. qui a surtout travaillé, a été proche de son patron jusqu'à la fin. C'est là aussi le mythe sur le départ de François Xavier, qui peut-être ses derniers mots, ses derniers échanges, ne les a eu qu'avec Agapit. Vous voyez comment les destins sont liés. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la vie des hommes, tout est possible. Tout arrive. Il existe, comme moi je suis croyant, un Dieu qui parraine tout ça, heureusement d'ailleurs, dans l'univers tout entier, et qui prend la décision de ce qu'il doit faire, quand est-ce qu'il faut le faire, et comme il faut le faire. C'est pour ça d'ailleurs que nous qui sommes là, nous allons trouver ces gens de moments pour nous rappeler de ce monsieur. Joël l'a déjà dit, un boxeur, un travailleur, je ne veux pas dire tout ça. Parfois, j'étais jaloux parce que parfois, il voyait plus Joël que moi, donc il se disait plus de trucs. Vous parlez des femmes aussi, vous deux, je ne sais pas. Bon. Enfin, il se disait des choses et finalement, on se dit, qu'est-ce qu'on retient dans la vie? Finalement, on va retenir que la joie. La joie parce qu'il se passe tellement de drames que pour vivre, ceux qui sont là se rappellent des moments de joie. Donc je me rappelle des moments de joie avec et François Xavier, et je voudrais une fois encore lui dire merci. Merci de m'avoir associé à tes exercices que nous avons continué de faire son absence. Donc, voilà. Merci à vous. Agapit Napoléon Maforican, pour vous, il n'a pas été qu'un animateur, il était également un collaborateur. Bonsoir à vous déjà. Oui, bonsoir Maël, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, on va faire le deuil. Comme l'a dit Joël, je pense que la maison fait son deuil et chaque personne fait le sien. Sa famille a sans doute fait son deuil. Il pensait à sa fille, qu'il l'aimait tant et pour qui il était prêt à tous les sacrifices possibles. Nous avons
nous allons y penser, en tout cas régulièrement, et tant qu'on peut, et si on peut être là, on sera là. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais nous avons tout au moins dans le deuil à faire ce devoir de penser continuellement à sa fille. Voilà, c'est ce que moi je dirais. Merci à Xavier, comme l'a dit Georges, merci vraiment à lui. Il a tout donné, mais la mort fait partie de la vie, la mort chemine avec la vie, et donc on ne sait pas, on nous apprend en catéchèse, nul ne connaît ni l'heure ni le jour, et donc ni le jour ni l'heure, c'est-à-dire qu'à tout moment on peut, Georges et Joël, je me rappelle encore il y a un an, quand ils partageaient le plateau avec lui, c'est dimanche 21 juillet, était loin de penser que c'était l'heure dernière. Il a quitté le plateau, vous l'avez continué, avant qu'il aille à la cérémonie. Donc c'est un peu ça, voilà. Et quand moi je le voyais encore ce jour 21 à 23h30, jusqu'à 1h30, voilà, je le sentais fatigué, il fallait qu'on rentre. Bon, bref, on va pas retracer l'histoire. Merci à Xavier. Et puis voilà, la vie va se poursuivre, nous allons toujours cette pensée pour lui, mais en le laissant continuer son voyage et nous continuer notre deuil. Voilà. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont accompagnés dans ce deuil. Merci quand même à deux personnes que je voulais citer énormément, au-delà de tous les autres. C'est Gilles Alioza, c'est le pot de Christelle, pour que les téléspectateurs sachent bien de qui je parle. Gilles Alioza, qui nous a soutenu il y a un an, qui a envoyé une enveloppe de 50 000 pour aider la famille. Bon voilà, c'est là, je le dis, parce qu'il faut bien témoigner. Et ensuite, l'honorable Augustin Rovebla, qui il y a quelques heures, quand il a appris qu'il y a une cérémonie, un recueillement, il a dit, je ne peux pas, ce garçon m'est cher, je sais, comme il a apporté à la presse, j'appuie cette cérémonie avec 100 000 francs. Donc je voulais saluer les deux. C'est pas l'argent qu'ils ont donné, c'est leur geste que je salue. Voilà, donc je tenais un peu à Gilles Alioza et honorable Augustin Rovebla. Merci à vous et merci à tous les autres qui ont fait le déplacement, qui ont appelé, qui ont été là, qui ont toujours été là, qui de temps en temps appellent pour comprendre, pour connaître. Donc, on ne peut pas les citer, la liste sera interminable, mais donc j'ai tenu aux deux parce que ça a été quelque chose qu'ils ont fait entre eux et moi, et je voudrais dire que rendre le témoignage public de ce qu'ils ont fait pour que il en soit ainsi. Merci. On va tous remercier Maël et Angèle qui ont repris cette émission. C'est pas facile de poser ses pas dans ceux de Xavier, de quelqu'un qu'on n'arrête pas de célébrer. J'espère que vous n'en avez pas souffert, mais je vous remercie pour tout votre engagement et ce que vous avez fait pour que l'émission puisse continuer. Je voudrais aussi juste tirer une leçon de vie, au fait, qu'on se demande, on se pose souvent cette question, mais vous devez, si on se rappelle de Xavier aujourd'hui, c'est compte de tout ce qu'il a fait, ce qu'il a été en tant que travailleur engagé, ce qu'il a été en tant que journaliste. Moi, je me rappelle, votre génération m'a surpris, en ce moment-là, on ne savait pas que vous étiez unis, mais à la mort de Xavier, toute sa génération dans la corporation, je trouve, ils s'étaient marqués. La génération a été marquée, mais ce que je voudrais dire comme leçon de vie, Maël, posez-vous souvent la question, dans ce que vous faites, qu'est-ce qu'on retiendra de moi alors après mon départ? Nous retenons de Xavier qu'il a été un excellent garçon, un journaliste engagé et tout ça. Et moi-même, je ne me posais pas cette question. À partir d'aujourd'hui, je vais me la poser. Qu'est-ce qu'on doit retenir de moi? C'est parce qu'est-ce que vous allez retenir de moi? Est-ce que c'est quand je vous taquine sur le plateau et tout? Mais bon, voilà, Xavier, et on lui dit, on garde ça de lui. Est-ce que ce sont mes bagarres avec Agapit? Je ne sais pas ce que... Mais préparez-moi quelque chose pour que je sois sûr que... Non. Et donc merci à Maël, merci Angèle et à Maël. Vraiment, le témoignage, je vais le faire. Vous savez, pendant cette année, moi j'ai appris quelque chose. Une année, j'ai pensé qu'on pouvait remplacer Xavier. Et j'avoue que ça n'a pas été facile. Donc c'est aussi une leçon de vie pour moi. Vous voyez, nous passons, les gens passent, et puis nous-mêmes nous passons, c'est un relais.
quand Xavier est décédé, il fallait bien que nous continuions les émissions. Il a laissé des émissions, il fallait maintenant mettre des gens là-dessus. J'avoue que j'ai mis une telle pression sur ceux qui ont succédé. Et Maël est là, Angèle est là, il y a eu d'autres, Abdia Sousoukbe, à qui je passe un petit salut, un jeune confrère qui a eu le malheur de venir au grand soir, et qui en 2-3 mots, après j'ai dit non, tu peux pas t'aider, là. Alors que il apportait sa touche à lui. Il peut pas être Xavier, il ne serait jamais Xavier, et Xavier aussi est venu à inculquer une certaine personnalité à l'émission. Donc, j'ai pas eu cette patience. C'est la preuve que les cimetières sont peuplés de gens. Exactement, et justement, j'allais finir par là. J'ai mis cette pression sur ces personnels, je voudrais m'en excuser quand même. Mais il faut dire sérieusement que c'était lié à... Vraiment, je voulais que tout le monde fasse du Xavier, et après, je me suis dit, non, tu te trompes. Tout le monde ne peut pas faire du Xavier, et Xavier, il est exceptionnel, et on les croise de temps en temps. Après ça, restons nous, voyons la qualité de ceux qui sont là. Et Maël s'essaye depuis. C'est son rythme. Elle y va, je suis sûr que dans un an, elle aura gagné encore une expérience. Elle n'a pas appris à faire ça avant. Donc, du coup, elle s'essaye. Merci déjà de te dévouer pour ça, Maël. Et Angèle, qui par ailleurs a repris le dimanche politique. Et puis, après d'autres tentatives, salut à Théodule. Donc ça, à Romuald que j'ai fait revenir, et puis voilà, pour reprendre un peu le flambeau, mais qui, comme je l'ai dit, j'attendais autre chose, j'attendais du Xavier, et tout ça a impacté. Que tu pourrais pas avoir exactement. Donc du coup, c'est la leçon, donc c'est cette leçon que je confesse en disant, on ne peut pas faire du Xavier sans du Xavier, on ne peut pas faire du Georges sans du Georges, on ne peut pas faire du Agapit sans du Agapit. Parce que chacun de nous a quelque chose qui est personnel et qui fait que on ne peut pas, quand quelqu'un quitte la scène, on le remplace tranquillement et on continue. Donc voilà, c'est ce que j'ai gardé sur cette première année. Et voilà, donc merci à tous, et puis d'autres deuils, quand même, permettez-moi d'avoir une pensée pour Philippe Ado, un de nos aînés, qui est parti. Quand je dis de nos aînés, c'est ceux qui nous ont mis le pied à l'étrier, nous on est venu les voir, ils ont fait ceci, c'est des précurseurs, ils ont tenté de redynamiser la presse, ils ont tenté de révolutionnaliser à la fin, dès les années 87, avant la conférence nationale. J'ai écouté Léon Bratier tout à l'heure, un des aînés, j'avoue que ces années, il faut les saluer. Je salue donc la mémoire de Philippe Ado, et dans la foulée, tous les autres qui sont décédés ces temps-ci, j'ai une pensée pour, comment on l'appelle, le RFI, voilà, j'ai une pensée pour Aïssa Agbedji, par ailleurs, qui a préparé CFM, et puis pour... précurseur de Golf FM. Oui, voilà, Peggy Ludovic Aïssa Agbedji, Peggy Ludovic Dagba, le confrère de langue nationale dont le nom m'échappe rapidement, et puis Sonia Agbantou qui a préparé la presse. Entre autres, qui a préparé la presse, et puis après... Le jeune Apo Idjoa de la radio nationale. Voilà, c'est ça que c'est de lui que je parlais. Donc, on ne peut pas les citer. Nous avons une pensée pour toutes ces années, les années qui nous ont quittés, ces jeunes confrères. Dans l'anonymat des douleurs des familles, des confrères, bon, on ne peut pas toujours les citer, mais nous avons une pensée pour eux en disant, voilà, c'est que les générations qui suivent aussi tracent leur histoire et permettent que le journalisme se remette en place, se reconstruit, se rebâtisse, et que les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs, les internautes aient du plaisir à suivre le produit médiatique, différemment des produits sociaux, des réseaux sociaux et des influenceurs, TikTok et autres. Voilà, nous sommes différents, pas les mêmes, mais on peut être complémentaires. Merci, et donc, voilà. Donc, j'aurais dit, et paix à l'âme de tous les aînés, tous les confrères, toutes les consoeurs que nous avons perdu ici et là. Voilà. Merci à vous tous, Joël Ataï Guédégbé, Georges Anangonou, Agapit, Napoléon Maforican. Vos appréciations et conseils sont pris en compte. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, c'est fait, c'est dit.
François-Xavier Anlim nous suivra désormais à travers nos souvenirs, nos mémoires. Mais le forum politique, lui, il se poursuit. Bonsoir à toutes et à tous. Une nouvelle fois, je l'annonçais déjà, les élections générales de 2026 approchent à grands pas. Le compte à rebours a commencé et les institutions en charge de leur préparation sont en mouvement. La Commission électorale nationale autonome Sénat en première ligne enchaîne les actes officiels dans le strict respect de son chronogramme publié en début d'année. Dernier fait en date, la publication de la nouvelle carte des sièges communaux par circonscription répartissant les 1815 sièges à pourvoir dans les 749 arrondissements du pays. Une étape décisive pour la tenue des élections locales à venir. Mais ce n'est pas tout. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a également transmis à la Sénat les statistiques provisoires, un autre jalon incontournable du processus dans le respect des délais légaux. En parallèle, la Sénat multiplie les consultations avec les partis politiques, toutes tendances confondues. Ces échanges aborde plusieurs aspects du processus, notamment la plateforme e-déléguée, le suivi du code électoral ou encore les modalités controversées du parrainage des candidats à la présidentielle. Mais pendant que l'organe en charge de l'organisation des scrutins déroule son chronogramme, l'audit de la liste électorale se poursuit. Cette mission confiée à une équipe d'experts dont le choix et la légitimité ont parfois été questionnés vise à renforcer la fiabilité du fichier électoral. Des dates sont d'ores et déjà fixées pour le dépôt des conclusions de ce audit. Mais alors, une question se pose. Que se passera-t-il si les résultats de cet audit viennent contredire ou remettre en cause la LEIP déjà transmise à la Sénat par l'ANIP? Assistera-t-on à une bataille autour de la liste électorale ou faudra-t-il désormais faire avec et s'engager pleinement dans la mécanique électorale déjà lancée? Ce soir, dans le forum politique, nous posons les débats sur les questions sus-mentionnées. Georges Anangonou, je commence par vous. Alors que la Sénat travaille déjà avec la LEIP, le fichier électoral fait objet d'un audit mené par des experts. Comment comprendre cette cohabitation entre une liste électorale déjà transmise et un audit encore en cours? Ça, c'est une grande question et une bonne question en même temps. Et qu'on devait se poser aussi en d'autres temps. Rappelez-vous à la naissance de cette idée de il faut auditer le fichier électoral. Je pense que c'était ça, parce que le chef de l'État avait été clair quand il a reçu les partis de l'opposition en disant « Je suis même prêt, si vous voulez, aller auditer. » Qu'est-ce qu'on devait auditer en ce moment-là? Il a même parlé du logiciel pour voir est-ce que le travail se fait correctement pour aboutir à un bon résultat. C'est normal. Si vous utilisez un mauvais instrument, surtout les trucs d'informatique, si vous rentrez ou bien vous appuyez ce qu'il ne faut pas appuyer, vous allez voir un autre résultat qui n'est pas du tout ce à quoi vous attendez. Donc, il fallait auditer tout cela. D'accord? Sous une réclamation, je pense, de l'opposition qui voudrait, c'est tout. C'est normal dans tout pays que lorsque les élections s'approchent, oui, la liste électorale est la préoccupation principale des partis politiques, ce qui était normal. Mais à cet exercice, c'est comme si ce qui se passe aujourd'hui était déjà vu par certains. Il faut le dire aujourd'hui et le rendre peut-être hommage. Je me rappelle que moi, des gens comme moi, on accusait les partis de la mouvance, l'UPBR, pour dire pourquoi ils ne veulent pas s'associer à cette initiative de l'audit du fichier électoral. Et en ce moment, l'une des réponses était que la liste n'est pas encore là. Que voulez-vous qu'on audite en ce moment?
Mais on avait dit oui, mais le chef de l'État dit la procédure, la méthodologie, ce qui est utilisé par la NIP, on peut toujours l'auditer. Et eux, ils disaient que le travail ne va commencer que lorsque la liste électorale sera transmise. D'accord? Et ils ne sont pas associés à cela. Les autres qui ont exigé l'audit du fichier électoral ou bien du travail de l'ANIP, on peut demander où est-ce qu'ils en sont passés. Vous posiez ça comme question dans votre introduction tout à l'heure. Mais si c'est ce que les autres ont prévu qui se passe, c'est-à-dire les partis de l'enfance en disant nous ne pouvons travailler que sur la liste qui sera transmise par l'ANIP. Aujourd'hui, la liste, elle est déjà transmise. Et le travail, apparemment, au niveau de cet organe qui veut auditer, n'a presque pas commencé. Parce que c'est moi qu'on reviendra là-dessus au cours de ce débat, quand vous voyez la méthodologie, quand vous voyez l'ambiance même au sein de cette structure-là, eh bien, le travail n'a même pas commencé. S'il fallait alors attendre le résultat de cette structure, c'est pourquoi la Sénat est en train de prendre sa responsabilité pour dire non, moi j'ai un calendrier, je suis le calendrier et on verra ce qui va se passer. Et je ne pense pas que on doit s'attendre à une bataille de divers listes après. Parce que dans un pays, chacun doit savoir prendre ses responsabilités et au sein de, comment on appelait le comité, le structure qui audite là, le bureau, enfin, de Elias là. Cette structure-là, où est-ce qu'elle est pour le travail qu'elle a engagé et elle-même peut-être pourra constater que finalement, elle est en retard par rapport au calendrier électoral et que ça ne pourrait plus tenir. Merci à vous, Georges Anangonou. Joël Ataguedegbe, comment interprétez-vous alors cette cohabitation entre la liste électorale déjà transmise et l'audit en cours? Il faut lever quand même certaines ambiguïtés. Au stade où on en est, je vais peut-être commencer par l'audit du fichier électoral qui a été initié par le cadre de concertation des partis de l'opposition. Et son objet était de voir ce qui s'est passé avant et non ce qui vient. Et la demande a commencé il y a 2 ans au moins. Ils se sont organisés, non sans avoir laissé passer l'occasion du réexamen ou de l'amendement du code électoral. Donc bien après l'adoption de la dernière version du code électoral, l'opposition a enfin pu s'organiser, dégager une plateforme, dégager un comité présidé par M. Elias et quelques autres personnalités. Il était censé regrouper toutes les parties prenantes, ou à tout le moins des représentants de l'opposition, de la majorité présidentielle et de la société civile. Bon, ceux de la mouvance présidentielle représentés à l'Assemblée ont décliné l'invitation d'être dans le comité de mise en œuvre du dit audit. Il n'empêche, le chef de l'État est resté constant dans son accueil de cette revendication, de cette idée. Et je ne vais pas revenir sur ce que Georges a dit, et je crois que ça va dans le bon sens en termes de suivi et évaluation, en termes d'amélioration d'outils de travail, sans autre fétichisme. Après, chacun a son juridisme et ses postures politiciennes. Il n'empêche, dans les tribulations de la mise en œuvre de cette revendication ou bien de ce taudis simplement, du retard, beaucoup de temps a été perdu, et au point que on se retrouve aujourd'hui à voir ce processus télescopé quelque peu, celui mis en œuvre par la Sénat elle-même. On verra, on va tirer les leçons de l'histoire, mais il n'y a pas de concurrence possible. Deuxièmement, quand je dis ça, il est bon de savoir que ce que l'ANIP a transmis à la Sénat n'est pas pour l'instant la liste électorale, n'est pas non plus le fichier électoral. Ce sont les statistiques. Ce sont les statistiques qu'elle a agrégées, qu'elle a établies à son niveau, qui vont permettre à la Sénat de commencer son travail de planification, de projection en termes de besoins
comment dit-on, logistique ou bien de besoins matériels simplement. Nombre dur, à partir du nombre de bureaux de vote projetés, voilà, on détermine le reste du matériel qu'il faut. Et donc, on spécifie les commandes ou appels d'offres, parce que ça aussi, c'est un processus qu'il faut gérer parallèlement et dans la plus grande sérénité possible pour ne pas acheter dans la précipitation et trop cher. Donc, il y a un temps au bout duquel l'ANIP va libérer le fichier ou va extraire plutôt la liste qu'elle transmettra à la Sénat. Et à ce niveau, on parlera de liste électorale informatisée provisoire. Ce après quoi il y aura un affichage. Je vous fais grâce des opérations d'éclatement ou de répartition en centre et poste de vote pour que chacun commence par avoir une idée de là où il est affecté. Et donc c'est ce premier affichage qui va engendrer une autre forme d'audit, pour ne pas dire l'audit de base, l'audit participatif des électeurs qui auront à examiner la liste, savoir si leur identité y figure correctement, enfin si les renseignements les concernant, ils sont corrects, avoir idée de là où ils sont appelés à voter, faire le cas échéant les réclamations qui sont prévues également, oui, qui sont possibles, réclamations ou en inscription, en radiation éventuelle de gens qui sont faillis, qui sont indûment sur la liste. Ça peut être les morts, ça peut être des morts dont on a connaissance et dont on a la preuve, ça peut être des gens qui sont condamnés. Et donc la loi aussi a listé toute une catégorie de gens qui ne sauraient figurer sur la liste électorale. Donc cet audit ou cet affichage est l'occasion d'une forme d'audit qu'on peut appeler vulgairement l'audit participatif. Et en ce moment, peut-être que les objectifs visés par l'opposition à travers sa demande d'audit seraient en partie satisfaits. Mais avant ça, les résultats de l'audit de l'opposition ou commandité par l'opposition pourraient quand même donner quelques leçons sur le processus, sur les logiciels, et j'en passe. Donc, c'est deux processus qui sont autonomes, qui sont différents, qui ne sauraient même être concurrents pour moi. D'accord. Merci à vous, Agapé Tapoloma Fourican. Bon, deux processus différents, mais n'est-ce pas paradoxal de dérouler un processus électoral en ce... Bon... n'est-ce pas paradoxal de dérouler un processus électoral en se basant sur un fichier dont la fiabilité est encore en évaluation? Non, c'est pas paradoxal. Et pour la petite histoire, sachez qu'en 2011, la Cour constitutionnelle a exigé une LEPI qui n'existait pas, a décidé que les élections auraient lieu sur la base d'une LEPI qui était loin d'être réelle, effective. Et donc, il y a eu beaucoup d'atermoiements, de luttes, de combats, de batailles, de résistance. Mais on a fait les élections avec la LEPI. En tout cas, avec une LEPI. Et quelle qu'elle fût, ben on a fait les élections. Donc, c'est pour dire que ce passage en force de la Cour constitutionnelle en 2011 est le déclencheur de l'effectivité de la LEPI aujourd'hui. Sinon, il y avait trop de résistance pour cette affaire. Parce que, vous voyez, donc, il y avait trop de COS-LEPI, à la CPS-LEPI, COS-LEPI, Mirena, tout ça. On a tellement connu de structures. C'est cette affaire de l'EPI. Aujourd'hui, l'ANIP a pris le dossier en main depuis la loi de 2017 et dans le cadre des nouvelles élections. Donc, ça, c'était depuis 2020 ou 2021. Alors, quel est le problème? Aujourd'hui, il ne coexiste pas plusieurs procédures. Il y a une procédure de l'audit. L'audit participatif est là. Et il y a un audit un peu plus structuré, d'organisation, qui se sont mis qui se sont regroupés, enfin, de structures qui se sont regroupées, l'opposition, d'abord la société civile, après, bon, qui a su rallier l'opposition, et ils ont dit, nous, on veut un audit. C'est pas prévu dans les tests. Cette forme d'audit n'est pas prévue. Mais l'ANIP aurait pu prendre elle-même la décision.
tout comme Georges disait tout à l'heure, le président se posait la question, c'est quoi? C'est l'audit du logiciel, c'est l'audit de la procédure, c'est l'audit de quoi? Donc, parce que l'ANIP n'est pas chargée de la liste, elle est chargée de l'identification des personnes physiques. Et donc, du coup, c'est tout un gros travail qu'elle fait. C'est pas que ça. Et le code électoral, la loi 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral du Bénin, je parle de 2019, parce qu'elle n'est pas totalement, elle n'est pas abrogée. Elle n'est pas abrogée, elle est encore en vigueur sur certaines dispositions qui n'ont pas été prises en compte d'ailleurs par la loi de 2024. Donc, la loi de 2019 dit, à l'article 120, que la liste électorale informatisée est une liste numérique unique, exhaustive et nationale avec photo de tous les citoyens en âge de voter pour toutes les élections organisées dans une même année. Elle est une liste exhaustive avec photo de tous les citoyens en âge de voter. La liste électorale informatisée est extraite du registre national. Il est le résultat d'opérations de recensement administratif à vocation et d'identification des personnes physiques RAVIP et du traitement automatisé d'informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues sur l'ensemble du territoire national à l'étranger dans les ambassades et consulats de la République du Bénin. Donc, voilà ce que c'est que la liste informatisée. Article 120, loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Et l'article 124 précise que 120 jours avant la date des élections législatives et communales, une liste électorale informatisée provisoire est extraite du registre national. Elle est présentée par centre de vote. La liste électorale provisoire est affichée dans tous les centres de vote pendant au moins 15 jours. Article 125, la LEIP est établie, la liste informatisée, la liste électorale est établie après la correction de la liste électorale informatisée provisoire. Elle est subdivisée en lot de 500 électeurs maximum par poste de vote. La liste électorale informatisée établie, publiée et affichée pendant 15 jours, puis remise à la Sénat au plus tard 60 jours avant la date du scrutin. Alors, ça veut dire quoi? Oui. Pour nos téléspectateurs, il faut noter déjà qu'il y a abrogation de l'éclatement en poste de vote de 500 membres. Voilà. Désormais, c'est porté à 600. C'est porté à 600. Ça induit encore d'autres changements, mais bon, c'est... Très bien. Donc, c'est dans la loi de 2024. Voilà, dans la dernière version. La version. Article 125. Merci beaucoup. Donc, du coup, le parcours, c'est quoi? C'est RAVIP, c'est l'ANIP qui est le maître d'œuvre de cette opération. C'est l'ANIP qui est une structure de l'État, qui n'a rien à voir avec l'organe de gestion des élections, mais qui manage l'opération. C'est pour ça que les statistiques qu'on donne à la Sénat, ça lui permet déjà de savoir comment gérer cette affaire de 600 de centres de vote, tout ça là. Ça donne les statistiques sont données à la Sénat. L'audit que fait la société civile avec les experts et éventuellement l'opposition aura l'effet de quoi? 120 jours, on aura peut-être la première liste, c'est-à-dire courant septembre. L'élection est pour début janvier, donc début septembre, on devrait avoir cette LEIP, liste électorale informatisée provisoire. Quand on l'a, et c'est affiché, les gens vont réclamer. Et c'est là peut-être que les données que l'audit actuel, les données qu'ils ont, peuvent servir éventuellement entre 120 jours et la liste informatisée de 60 jours. C'est-à-dire que l'espace de 60 jours là, entre les 120 jours avant les élections et 60 jours avant les élections, il y a des opérations qui peuvent être refaites sur la liste électorale provisoire, qui va devenir la liste électorale informatisée. Et les résultats de l'audit actuel peuvent éventuellement servir l'ANIP, inspirer l'ANIP, aider les organes de gestion des élections. Donc, ils ne s'imposent pas à eux, parce que ce n'est pas dans le processus, mais ils peuvent être édifiants sur des éléments tangibles. L'État a quand même sorti de l'argent. Et donc, si c'est pertinent, déjà les experts viennent de l'extérieur, il y a eu quelques agitations sur leur désignation, mais personne n'a remis en cause leurs compétences, tant mieux. Donc, les experts viennent de l'extérieur. S'ils déposent un document pertinent, je suis convaincu que ce document sera regardé avec pertinence également par les organes, que ce soit par l'ANIP,
ou bien par la Sénat. C'est ma conviction à moi. Mais ça n'empêche pas, cette audit là n'empêche pas que le processus se poursuive parce que on n'est pas encore à 120 jours. Et c'est toujours la NIP qui a la main actuellement. Elle ne donnera la main à la Sénat que courant septembre et définitivement courant novembre. C'est-à-dire à 60 jours avant les élections. En fait, la question de la liste électorale aujourd'hui, du fichier électoral, du fichier, le fichier, c'est ce qui a servi déjà et ce qui est susceptible d'être utilisé comme liste électorale. C'est un pack, c'est un fichier qui renferme ces données-là. Le problème qui se pose, c'est par exemple l'appuyement des décès. Par exemple, tout simplement. Vous voyez, c'est qu'on n'a pas réussi à appuyer les décès de manière exhaustive. Donc, il n'y a pas encore d'éléments tangibles qui soient remis. Aujourd'hui, les seules données à ce jour du 23 juillet, c'est encore la NIP qui a la main. C'est encore la NIP. Elle envoie des statistiques, mais ce n'est que des statistiques. Une statistique ne veut pas chiffre, c'est des statistiques. Donc, il n'y a pas encore de données qui soient utilisables. Il y a un fichier qui peut être utilisé et sur lequel certainement a lieu l'audit. Mais à la fin de l'audit, je ne sais pas s'ils ont donné un délai, leur audit va finir avant le délai où la LEIP va être déposée. Il est censé prendre fin à la fin de ce mois. À la fin de ce mois de juillet. Donc on a une semaine pratiquement de la fin. Donc la NIP n'a pas le temps de corriger éventuellement si des données pertinentes. La Sénat a le temps d'analyser et peut-être de poser des questions à la NIP. Les individus ont le temps de voir venir et de contrôler. Ouais, donc je pense que... Et exceptionnellement, même le législateur, au cas où sur les procédures légales, il y aurait réellement à redire. Donc, Maël, c'est pour vous dire simplement que, en réalité, rien n'est encore mauvais. Hein, rien n'est encore mauvais. Et pour rassurer Georges, il est dans son... Là, aujourd'hui, en fait, les nouveaux délais, enfin, les délais actuels font que on peut espérer que chacun joue sa partition pour que cet audit apporte quelque chose de concret. C'est là où on va vouloir l'utiliser politiquement, éventuellement faire de la récupération, qu'on va rentrer dans une cacophonie. Voilà, je voulais faire cette précision pour Maël. Oui, c'est cette nuance, oui, Georges Anangono. Non, en fait, il faut comprendre que moi, je reste un peu sur le plan politique. Le plan politique, et de savoir que l'acte qui est en train d'être posé, même si on dit c'est technique, l'audit technique, mais la revendication, elle est d'abord politique. C'est d'abord les partis politiques qui ont réclamé devant le chef de l'État qu'ils doivent avoir... c'est pour ça, d'ailleurs, il faut préciser les choses. Agabi disait, la procédure, le logiciel utilisé, c'est tout ça qu'il fallait éditer. Enfin, le travail du siècle. C'est tout ça c'est ce qui existe aujourd'hui. Comme on le dit, la liste n'existe pas encore. Mais c'est ce qui existe aujourd'hui. Mais quel sera le résultat de cette procédure-là? C'est finalement de sortir la liste électorale. D'accord? Moi, je disais que le timing, surtout le siècle des partis d'opposition, en fait, des partis politiques et de la société civile qui procèdent à cet audit-là, doit tenir compte des timings déjà établis par la Sénat et le timing qui vient pour pouvoir faire son travail. Je ne sais pas, à ma connaissance, si on regarde ce qui se passe, on pourrait se dire que le travail n'a pas encore commencé. C'est vrai, les préliminaires, recrutement des experts et tout ça. Sinon, le travail même n'a pas encore commencé. Or, la NIP ne veut pas attendre, ne doit pas attendre d'ailleurs, doit continuer. La Sénat ne doit pas attendre. Donc, le temps perdu par cette structure-là, de laquelle on attend quand même beaucoup de choses. Parce que ce qui peut arriver finalement, l'audit peut dire non, la procédure utilisée par la NIP est une procédure normale. Le logiciel a très bien fonctionné et donc les résultats qui seront sortis de ce logiciel seront de bons résultats. Et en ce moment, quand les querelles, mais si c'est un autre résultat que l'audit donnait, on parlait des statistiques tout à l'heure. C'est vrai, mais les statistiques sont parties de ce que la NIP pense pouvoir être le résultat demain. C'est-à-dire, la liste qu'elle pourrait déposer demain
Ce que ça pourra être, c'est sorti de ce fichier-là qu'on a pu donner les statistiques. D'accord? Donc, ce que moi je pense, le travail de la structure, de l'audit, doit s'accélérer en quelque sorte pour que l'ANIP qui évolue normalement, la Sénat qui évolue normalement, leurs résultats ne viennent pas les perturber et du coup à même aller perturber le calendrier des élections même qui est prévu. Agapi Donner, l'espace tout à l'heure de dire, à partir de la publication de la liste provisoire et les 60 jours avant les élections, qu'on pouvait faire des choses, pourvu que ça n'amène pas de grands mouvements au sein de la procédure de travail au niveau de l'ANIP et du coup du résultat qui a été déposé au niveau de la Sénat. C'est pour ça qu'il serait très important de s'intéresser au fonctionnement de ces... Moi, je crois en cette structure-là. Je pense qu'ils veulent faire un travail sérieux. Le cercle de partis d'opposition et trucs là. Mais si vous perdez le temps, si vous ne commencez pas tant, je pense Joël, qui peut-être a beaucoup plus, d'ailleurs souvent il est dans les tests, qui pense que c'est à la fin du mois, si c'est à la fin du mois qu'il faut que cette structure-là dépose le résultat de son travail, un travail fait dans la précipitation peut être aussi un travail bâclé et l'ANIP serait en mesure de contester les résultats, là, pour dire, ben, vous n'avez pas bien suivi la logique, vous n'avez pas bien étudié le logiciel, vous n'avez pas bien regardé la procédure. C'est cette bataille-là qui peut s'annoncer et qui peut porter préjudice au processus électoral. C'est ce que moi, je pense à partir d'aujourd'hui. Et je disais tout à l'heure que les statistiques, cela veut dire que... Tu permets, il faut penser à partir du moment où les auditeurs ont été effectivement recrutés et lancés, et ça fait déjà un bon moment. Oui, je comprends, depuis le début. mais ça n'enlève rien au timing. Tu comprends ce que je dis? Parce que tu disais d'ici la fin du mois. Ils se sont engagés. C'est pas moi, je ne fais que rapporter. Ah, c'est les auditeurs qui ont dit le cercle ou bien les experts. Le comité de pilotage a établi un chronogramme. Bon, ils s'y sont pliés en s'engageant depuis le début du mois. Donc on attend, on verra. Donc en fait, lorsque vous voulez poser un acte, toute structure concernée aujourd'hui doit avoir comme point de mire le calendrier établi pour les élections à venir. On doit avoir comme point de mire, et donc tout ce qu'on est en train de faire doit tenir compte de ce calendrier-là. Et c'est pour ça peut-être que la Sénat a vite fait de présenter le calendrier et d'apporter des précisions. Donc, les tergiversations, non, on n'a pas pris mon frère, non, on n'a pas bien recruté telle personne, à mon avis, n'apporte pas grand-chose au travail que et cette structure-là devait faire. Et si je comprends bien, les tergiversations n'ont pas empêché de recruter les experts. Ils sont recrutés maintenant, ils sont retenus. C'est leur cuisine interne. Hein. Je voudrais dire qu'on est dans un processus sérieux. Une mission sérieuse a été confiée et que, bon, on n'a pas besoin de cette perturbation parce que le calendrier, c'est ça le problème, c'est la loi, et le calendrier doit être suivi. Le calendrier doit être respecté. Si quelqu'un doit faire un travail en un temps donné, c'est un travail aussi efficace, mais le faire en un temps qui dépasse le temps qu'on lui aurait accordé. Après, finalement, on ne tiendra pas compte des résultats donnés pour ce truc-là. Et c'est un gâchis parce que le bruit a été fait dans ce pays qu'il faut nécessairement passer par là. Merci à vous. Joël Ateh-Guédégbé, est-ce que les délais légaux permettront encore des ajustements en cas de... En cas de contestation? Bien sûr. Ou de difficultés, non, les contestations, il y a un temps qui est prévu pour les contestations après affichage de la liste, et c'est dans le cadre des 120 jours, là, où, donc disons à 60 jours du processus de l'élection, l'ANIP fait afficher pour 15 jours la liste provisoire, et donc les gens font leurs observations. C'est ça qu'on appelle communément l'audit participatif, parce que chacun étant concerné a priori va voir de plus près. Il est souhaitable que les organisations de la société civile, que les partis politiques aident nos concitoyens à consulter ces listes-là, à formuler les recours, le cas échéant. Il faut souhaiter aussi que l'ANIP puisse y répondre aussi spontanément que possible.
Il y a des scories qu'on a traînées depuis 2011 avec la LEPI, qui se sont reproduites même en 2023 avec les dernières élections, où des gens n'ont pas pu retrouver leur bureau de vote. Depuis qu'on est passé à l'informatisation, on a cette difficulté-là d'adressage des bureaux de vote ou de reconnaissance pour les populations à partir de l'adressage informatisé. Donc c'est un défi qu'il faut relever tous ensemble. Il est quand même inacceptable que des populations sortent et fassent de longues distances, souvent à pied, et n'arrivent pas à trouver leur centre de vote. Ça, c'est un devoir qu'on a à l'endroit de l'électeur, tous bords confondus. Et c'est là qu'il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de difficultés à corriger ce qui mériterait de l'être. La loi également fait droit à des demandes de changement d'adresse. Donc, je peux être affecté à Banikwara de Bopa. Donc, à partir de là, on ne doit pas m'obliger à revenir à Bopa pour voter, mais on doit tenir compte de ma demande et de ma nouvelle adresse si je formule ma réclamation dans les délais. Idem de l'identité, si je m'appelle Mohamed Aboubakar, est-ce que, comme disait le président Kérékou, c'est où est le prénom, où est le nom? Donc il faut que les choses soient claires parce que ça a une incidence après sur la reconnaissance de l'individu. Donc il y a parfois des choses apparemment banales, mais qui peuvent être très frustrantes à l'arrivée. Et c'est ce genre de choses, qu'on peut espérer qu'un audit, et d'où qu'il vienne, aide à atténuer les effets. Et a priori, c'est possible. Maintenant, à la pratique, on verra si on a été capable de relever ce défi-là. Et après, le temps est très court pour la Sénat parce qu'elle n'a pas vraiment la main de ce côté-là. Ça, c'est le petit bémol, le petit regret que j'ai par rapport à la division, l'éclatement des compétences. Comme a dit Agapit, la NIP a eu à faire un très gros travail, un travail salutaire pour l'identification des personnes au Bénin en général. Et je passe sur toutes les facilités qu'on a désormais par rapport à nos extraits d'actes d'état civil, de casier judiciaire et que sais-je encore. Mais l'état civil, c'est pas les élections. Les élections, si c'est la Sénat qui est l'organe principal chargé de les organiser, le moment viendrait où il faudrait que la Sénat reprenne la main par rapport à la liste elle-même. Peut-être que c'était nécessaire dans un premier temps de séparer les choses. Mais cette division du travail n'est pas l'idéal à terme. Gageons que ça ait des effets assez peu importants sur le reste du processus. Mais je rappelle que c'est des scories que nous traînons depuis 2011 dans les processus électoraux, en plus des morts qu'on n'arrive pas à radier faute de certificat de décès en bonne et due forme. Et surtout d'audience foraine des magistrats qui coûtent cher, qui coûteraient cher si on devait faire une opération d'envergure. Je voulais poser un certain nombre de petites situations que l'audit ne peut pas résoudre. L'audit va juste apprécier peut-être le fichier. Si c'est le fichier qu'ils ont reçu, va apprécier peut-être l'extraction. Donc ce fichier qui a existé, va peut-être parler peut-être du logiciel, va peut-être, je ne sais pas. Mais au moment où ils déposent leur rapport, on n'aura même pas encore la LEIP. Donc, la matière elle-même sur laquelle il faut travailler n'existe pas. C'est la liste provisoire. Une élection, la matière première de l'élection, c'est la liste. Et la liste n'existe pas avant septembre. Elle est provisoire. Elle doit subir un traitement. Donc, le travail à faire, c'est le travail de l'ANIP par rapport à l'audit, à ce que l'audit va faire. Mais après, il y aura toujours des situations. C'est-à-dire qu'elle n'a pas déclaré mort, comment on va savoir qu'il est mort? Donc, on est encore, la question de la liste électorale, elle est encore complète. Moi, je ne pense pas que cet audit puisse changer fondamentalement grand-chose dans le processus. 120 jours, 60 jours. Mais, il peut être utilisé tranquillement après les élections. En réalité, le législateur n'a peut-être pas fait le travail.
savez, le code de 2024, de 2019, date du 15 novembre. Mais le 9 novembre, on a révisé la Constitution. Donc les élections générales ont été introduites une semaine plus tôt. Ont été instituées. Puisque nous sommes dans les élections générales de type quinquennal, on devrait se donner la main, enfin le temps, de gérer la matière première qu'est la liste électorale. Et donc, puisque les élections ont lieu d'abord en janvier, puis en avril, mai, pourquoi ne pas mettre les délais clairement? C'est-à-dire qu'en juin de l'année avant les élections, la liste provisoire est transmise à la Sénat. Et la Sénat prend la main dès lors. Ou bien le fichier, ce qui est présumé fichier électoral, c'est-à-dire les personnes présumées qualifiées à la date qu'ils vont donner, parce qu'il y a des mineurs aujourd'hui, des gens qui sont inscrits sur le RAVIP, ils sont mineurs, mais ils deviendront majeurs dans 5 ans, dans 4 ans, dans 3 ans. Donc, ils intègrent le fichier. On le dépose à la Sénat, qui est l'organe de gestion des élections, qui est permanente, et qui donc, au regard des statistiques de volume du 600, du 400, du 300, du 200 ou du 100, selon ce que la loi dira, va gérer la question des centres de vote. En novembre, chacun, il y a une simulation. On doit pouvoir faire une simulation du scrutin dans pour voir si tout le monde, que les gens retrouvent leur nom. Si on procède comme ça, on aura des délais au lieu des nombres de jours. Mais ça revient normalement au même. Puisque dès qu'on connaît la date des élections, je pense que la prochaine c'est le 8. C'est le 8 janvier, non? Le 11, voilà. Donc, le deuxième dimanche. Alors, on fait le calcul de 120 jours, ça fait 4 mois, comme on le dit tranquillement. Donc, on fait un reboot, on compte en reboot, et on sait à quel moment. Mais, à mon humble avis, dans le processus, la Sénat a d'autres choses à gérer. 4 mois, c'est un peu trop juste pour qu'on reçoive la provisoire, qu'on l'affiche après, que les gens aient 15 jours. Quand on entre dans le rouage de l'informatique, ça peut ne pas nécessairement proposer. C'est pour ça que je souhaiterais, moi, que, une fois les élections terminées, et comme on aura 5 années, qu'on revoie un peu ce volet, pour permettre que l'ANIP donne la main à la Sénat sur le fichier électoral. La partie sur l'identification des personnes. L'ANIP donne la main à la Sénat, 1 an avant les élections, ou alors 8 mois, donc on donne le délai. Donc c'est 1 an, c'est 8 mois, c'est 10 mois, on donne la main à la Sénat. La Sénat, maintenant, aussi a des délais pour que tout le monde se retrouve. Parce que c'est pas normal que les gens se promènent de centre de vote en centre de vote pour chercher leur nom. Je pense que c'est tout le problème ça. La question de l'épuration, à mon humble avis, si les partis politiques ou les candidats se font représenter réellement dans les lieux dans les centres et postes de vote, normalement celui qui vote marque, celui qui n'a pas voté, le vide est là, ils sont là jusqu'au dépouillement, ils sont là jusqu'au... Donc normalement, le problème là ne devrait pas... Le vrai problème, c'est que le gars se retrouve réellement là, on dit, toi, ton centre de vote est à tel endroit, tu y vas, ton poste de vote est à tel endroit, tu y vas, tu trouves ton nom comme moi je le trouve tous les ans. C'est pas ce problème, moi, j'ai toujours, depuis que cette affaire a démarré, j'ai toujours mon nom, tranquillement à Porte-Novo, je vais là où je vais voter, je vote tranquillement et je me retourne. Et les enfants qui ont été majeurs, leur nom, sur le et ainsi de suite. Je trouve que à ce niveau, le problème ne se pose pas. Mais il y en a plein qui ont ce problème et il faudrait le résoudre. Je pense que ça joue sur la sincérité du vote. Parce que le citoyen qui a envie de voter, qui ne vote pas, parce qu'on l'a promené. D'ailleurs, que c'est une raison qui a motivé le chef de l'État à accepter l'audit de bonne foi, parce que il a tenu à informer l'opposition que l'ANIP l'informait déjà. L'ANIP est sous tutelle de la présidence. Évidemment. Il faudrait faire des paquets de 600 plutôt. Et donc, faut pas... 600, ça modifie effectivement. Ça veut dire oui, la carte électorale, ça veut dire que des gens quand même vont être bougés de... Peut-être que toi, finalement, tu vas te bouger de... Voilà, de mon école mythique. Donc, voilà, il y aura un temps d'adaptation. Effectivement, c'est une affaire de délai, de compréhension, de la bonne foi sur des nécessités techniques. On aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus, si après les élections, ou bien dès qu'on aura quelques données palpables, on peut peut-être revenir là-dessus. Mais il est vraiment souhaitable
que cette question, qu'on la remette carrément, la question de la gestion de fichiers, soit remise à la Sénat, et que la Sénat dispose des délais tangibles, et que les populations aient un temps de simulation. A dit que là, ce n'est plus la liste des personnes, c'est pas les données personnelles identifiées, non, c'est plutôt les trucs dans les centres de vote, qui est une sorte de simulation. Ça va nous coûter quelques sous, mais il faut bien ça. Les élections déterminent la gouvernance du pays et la dévolution du pouvoir pour un certain nombre d'années. S'il faut mettre les moyens pour qu'il y ait plus de transparence, pourquoi pas. Merci à vous, Georges Nangono. Alors, un audit qui ne change pas fondamentalement quelque chose. Non, c'est ça que je refuse en fait. Moi, je ne pense pas parce que si le chef de l'État a trouvé la chose pertinente et a engagé les ressources de l'État dedans, c'est pour que ça puisse gérer. En réalité, c'est fait pour gérer les élections de 2026. C'est pas pour dire on va corriger après. Et c'est là où moi, sur mon point, si on avait puisque la mission, c'est en quelque sorte d'aller voir les instruments utilisés par l'année pour faire la liste. Si par exemple, de leur audit, ce qui se fait, parce qu'on avait dit, c'est vrai, beaucoup dit, la liste n'existe pas encore. Qu'est-ce qu'on veut éditer? Et on s'est entendu, on a finalement obtenu que c'est pour aller auditer, par exemple, le logiciel. Je pense que c'était les expressions du chef de l'État lui-même. Auditer le logiciel qui a utilisé la procédure et tout ça. Des questionnements. Oui, mais aujourd'hui, le cahier des charges, parce que comme tu le dis, la liste n'existe pas. Donc, ils ne peuvent qu'aller étudier la procédure qui est engagée pour pouvoir finalement sortir la liste demain. Et moi, je me dis, si les résultats de cet audit viennent dire que non, le logiciel, la technique utilisée par l'ANIP sont des techniques utilisées partout pour pouvoir sortir les listes fiables. Parce qu'aujourd'hui, ce sur quoi travaille l'ANIP, c'est sur l'état civil. C'est sur l'état civil. Et dans les pays où ça fonctionne correctement, demain, un enfant qui a 18 ans ne fera même pas de démarche. Il sera chez lui et va obtenir sa carte d'électeur. Oui. Et les informations qu'il faut. Même si, non, il n'y a plus de carte d'électeur. C'est la pièce d'identité, simplement. Bon, voilà. De toute façon, il reçoit quelque chose qui lui permet de savoir qu'il est électeur désormais. Il reçoit un SMS. D'accord. Je ne sais pas si c'est SMS, mais je sais que, par exemple, en France, c'est que mes enfants, ils sont à la maison et tous ces documents-là arrivent. Même les bulletins de vote, tout ça là, on les envoie ça à la maison une fois qu'ils ont atteint 18 ans. Et ça, c'est l'état civil qui permet de sortir ces éléments-là. Et aujourd'hui, l'ANIP travaille sur l'état civil. Allez éditer et auditer du moins la méthode utilisée par une structure pareille. C'est que moi, je me dis, une fois que à la sortie de l'audit, peut-être, je ne sais pas, tu disais d'ici la fin du mois, qui sortent ces méthodes-là, qui sortent leur observation sur cette méthodologie et qui disent non, la méthodologie, elle est parfaite, elle est celle utilisée par tout le monde. Ça doit faire taire les querelles. Et peut-être après, quand on va afficher la liste, ah non, ce centre-là ne me correspond pas. Ou bien ce centre-là n'est pas celui qui doit être le mien. Parce qu'effectivement, les élections passées, ça avait créé de sérieux problèmes où les gens devaient quitter une ville pour aller à une autre. Et je pense que l'ANIP, seul déjà, avait vu ces problèmes-là des élections passées et essaye certainement de les régler, d'ailleurs les statistiques données et le délai d'affichage qui sera, qui est fixé aujourd'hui pour le moment, fait que ne seront que des passages en fait, des formalités dans la mesure où on est déjà allé auditer ce que fait l'ANIP et qu'on a trouvé que la procédure qui est utilisée, c'est la procédure, les moyens techniques qui sont utilisés sont les moyens techniques utilisés partout. Ce que je veux dire, désormais donc, on a une structure qui gère l'état civil. D'accord? Et cette structure-là, à partir de l'état civil, à tout moment, on peut tirer la liste électorale. Le travail, c'est là où est important le travail de ce Georges, là où tu prends le problème, je vais t'expliquer. Pour les élections de 2026, ouais. C'est pas de je crois en Dieu, c'est de la réalité. Non, moi, c'est pas de la réalité. Donc, ils déposent leur rapport. On est encore dans l'état civil. On n'est pas encore dans le fichier électoral. Même s'ils auditent l'ancien fichier, il n'est pas le nouveau. Même s'ils éditent avec les statistiques de l'ANIP. Là, on est dans la virtualité. Mais il y a l'étape d'affichage et de réclamation. À ce moment-là, quelle sera l'utilisation de l'audit? On aura, entre l'EIP, septembre,
et la liste la liste électorale informatisée, novembre, il se fait qu'il y a l'étape d'affichage de 15 jours où on peut réclamer. En réclamant, si par exemple la NIB qui devrait faire le travail ne ferait pas le travail convenablement, il va rester toujours des questions liées au positionnement et au fichier électoral et ainsi de suite. Donc, il se fait que, en fait, le vrai problème, à mon humble avis, reste là. C'est pour ça que, quelle que soit l'utilisation que je souhaite qu'on fasse de l'audit, il est évident que l'analyse de tout ça se fera qu'après les élections. On va connaître la situation, mais c'est pas encore. Mais c'est qu'après les élections qu'on analysera l'usage ou la pertinence de l'audit sur la suite. La problématique de l'affichage 15 jours avant, c'est-à-dire on affiche 15 jours, les gens réagissent, l'ANIP doit pouvoir corriger et maintenant transmet finalement la LEI à la SENA. Donc, c'est cette étape sensible à mon humble avis qui mérite l'expertise, peut-être enfin, quand je dis l'expertise des experts. Il se fait que donc ce que refuse la position là, ils vont revenir encore à ça. C'est à eux d'aller lire, d'aller là où la liste est affichée, de contrôler si tout le monde a son nom. Il suffit d'inviter les familles à se déplacer, les électeurs à se déplacer, et aller regarder si leur données sont là, et ainsi de suite. En fait, c'est un appel citoyen qu'il faut faire. L'audit, pour moi, j'ai été clair, c'était inutile. Et non, pour moi, c'est utile. C'était inutile, mais le chef d'État, Joël disait tantôt qu'il y avait une raison, sans doute, plausible pour laquelle le chef d'État a laissé passer. En tout cas, le président de la République, garant de tout ça là, a décidé que lui, il autorise. Non, même toi, tu l'as admis. C'était que voilà. L'ANIP, dans son process initial, n'avait pas intégré la nécessité d'un audit de ses méthodes et processus de travail. Bon, donc en termes de suivi-évaluation, bon, ça peut venir. Ça peut aider. Donc du coup, le président a accepté. Ce processus n'a pas son ancrage dans le dispositif électoraliste. Mais il n'y en a pas. Mais ça peut aider l'ANIP à corriger ses méthodes et causes. Mais après, on revient encore sur le terrain électoral. Et cet audit-là n'a pas encore son importance dans le cadre de l'EI n'existe pas encore. Peut-être que c'est là encore qu'on revient alors à la case départ. Les partis doivent travailler pour que que tout le monde aille. Et peut-être c'est là que la société civile électorale peut aussi être utile. Partout, ils peuvent aider, accompagner et non marcher sur les pieds des organes de gestion des élections. Moi, parce qu'ils peuvent aider. Et peut-être les financements que les partenaires donnent peuvent aider aussi à mettre en place peut-être des bureaux de conseil, des trucs comme ça pour aider les gens à aller chercher leur nom et à remonter l'information et après à s'assurer que ça a été intégré à la liste finale. Ça, c'est vraiment l'importance de tout ce que nous disons. C'est que, in fine, l'électeur soit satisfait en disant mon nom est là, maintenant je suis libre d'aller voter ou de ne pas aller voter. Ça, c'est son droit. Mais c'est aussi pour permettre qu'on s'entende facilement en ce qui concerne les partis politiques, parce que, vous savez, avant, la Sénat, qui était la seule structure qui gère les élections d'ailleurs, était un rassemblement de tout le monde, de tout le monde. La loi a prévu ça. C'est vrai que après les contingents politiques ont fait en sorte qu'aujourd'hui, bon, ceux de l'opposition disent on n'est pas membre, encore que FCBE est représenté au sein de la Sénat. Donc, les contestations possibles au niveau de la liste, pour les trucs individuels dont vous parlez, j'ai pas été classé à mon centre, mon nom a été mal écrit et tout ça, ça, c'est inhérent à chaque système. Mais ce qui pose problème, c'est de dire non, la liste n'est pas vraie, la liste elle est fausse, il y a de fautes sur la liste et tout ça, c'est ce qui oppose les partis politiques, ou bien ce que les partis d'opposition réclament. Mais cette fois-ci, le chef d'État leur a permis de dire, mettez sur pied votre structure, pour que la structure qui veut sortir cette liste, dont en fait est sortie de l'état civil, vous puissiez aller voir comment le travail se fait. Comme ça, ça va amener moins de contestation demain, puisque vos revendications auraient été prises en compte. C'est pourquoi moi, je tiens nécessairement au timing
du travail de ce groupe d'experts-là pour que le résultat sorte vite et qu'ils aient les discussions qu'il faut. D'ailleurs, comme tu le dis... On sera bientôt situés, ne cherchons pas à aller plus vite que la musique. Non, je dis... D'ici 2 semaines, voilà, c'est assez clair sur cette affaire-là pour passer à autre chose. Et on va en tirer les leçons. Le principe est que lorsque on te donne l'occasion d'aller vérifier, soit la responsabilité veut que tu sortes pour aller vérifier. Oui. Quand on dit Akande, Nourou, Dino, Machin, Maxime, Benoît, si l'opposition dit que nous n'existe pas, il faut qu'il apporte les preuves. S'il dit, mais sur la liste de mon quartier ou de ma commune, la liste affichée chez moi dans ma commune, là, dans mon arrondissement, on a vu Akande, Nourou, Dino, Maxime, Benoît. Et si l'opposition est organisée, c'est le moment justement de scruter cette liste-là. À mon humble avis, c'est là que tout se joue. C'est-à-dire que je contrôle, est-ce que d'abord les noms sont effectifs. Tu es parti politique, donc tu es ancré dans l'arrondissement, dans la localité, dans le quartier, dans le dôme. C'est à toi de mettre en place ton dispositif pour que les siens aillent contrôler et remontent. Et vous remontez maintenant, vous avez des données tangibles. Maintenant, vous dites l'audit. D'accord, on va voir, l'audit va finir. Ils vont parler du gros français. On va parler. Et bon, on va voir si ça va résoudre le problème. Pour moi, l'audit ne va résoudre aucun problème. Il va peut-être accompagner la NIP, c'est tant mieux, mais la NIP accompagnée ne règle pas la question de correction des fautes peut-être éventuelles qu'il y aura entre l'affichage de la liste. Une fois la NIP établie. Nous sommes sur la matière électorale, mais sur le travail de la NIP, on a beaucoup à redire également, malgré tout ce qui a été fait comme avancé. C'est possible. Il y a des gens qui n'ont pas pu aller aux examens parce qu'on a interverti les noms. C'est important. Et bon, donc, le processus est perfectible. Dans le cas d'espèce, moi, juriste, expert électoral, tout, je dis, l'audit n'est pas dans le dispositif. Maintenant, il est là, avec le chef de l'État, qui est le patron de l'administration de l'exécutif, dit, moi ça ne me gêne pas, je mets les moyens pour assurer encore plus de garanties de sécurité et de transparence. Donc, après déjà mis les moyens et que l'élément vient plus tôt, ils vont l'exploiter. Mais quand on dit que les gens peuvent se chevaucher, on peut marcher sur le dit, non, cet audit n'est pas dans le dispositif, donc il ne peut pas marcher, il ne peut pas empêcher les autres de travailler. Il vient, on l'utilise. Les gens se chamaillent entre eux, c'est leur problème. Il ne vient pas, on ne s'arrête pas. Voilà, donc, alors que le processus de l'EIP et de l'EISON, lui, il est obligatoire, il est impératif, il doit venir, et s'il rate, on doit l'obliger à avoir. Voilà les deux. C'est là que tu te fais mieux comprendre. Souvent, pas aussi ce qui est régi, prévu par les lois, enregistrées et sous. Parfois, il y a des contingents sociologiques qui parfois amènent à changer tout ça. Oui, Joël Ategedegbe, qu'est-ce qu'on retient finalement de l'audit du fichier électoral? Non, l'audit dit du fichier électoral est un audit ad hoc ou réalisé par des structures de la société civile et de l'opposition, même avec la bénédiction et les moyens de l'État qui ont été accordés par le président de la République. Donc c'est une parenthèse. Et ça doit être une parenthèse dans l'ensemble du processus électoral. Il peut édifier, il peut instruire les responsables, les organes de gestion des élections sur la suite, sur les corrections à apporter et pour une meilleure mise en œuvre du chronogramme, du processus électoral. Bon, c'est tout, mais ça n'a pas force de loi. C'est la principale nuance qu'il faut avoir par rapport à cette initiative-là. Au mieux, c'est un outil d'aide à la décision, d'appréciation, d'analyse, et ça n'empêchera pas que d'autres audits même se fassent plus tard. J'ai dit tantôt que ça aurait dû intervenir bien plus tôt. Agapita a montré que, à la faveur du choix des élections générales qui font que tous les 5 ans désormais, que nous n'aurons des élections que tous les 5 ans, on aurait pu mieux séquencer les choses pour que ça ne donne pas l'impression de se télescoper, de s'opposer à tout va.
Alors, en attendant les résultats de l'audit du fichier électoral, la Sénat déroule quand même son chronogramme, Georges Anangonou. La publication de la nouvelle carte des sièges marque-t-elle le démarrage réel de la campagne électorale locale, je précise? Non, aller parler de campagne, à mon avis, c'est pas ce qu'il faut retenir. La campagne a une date, quelque chose officiel, à une date officielle, à des périodes officielles bien déterminées, et c'est en ce moment que la campagne commencera. Mais ce qu'a sorti la Sénat pour dire, bon, moi je prends chez moi un beau pas, il y a tel nombre de centres, c'est ce que j'ai vu sur le calendrier qui est sorti. Je pense que c'est une bonne chose, surtout que, bon, voilà, on a pensé que désormais, il faut passer la barre des 500 et aller à 600. Ça permet de redéfinir cette carte-là, effectivement. Et si c'est publié aujourd'hui, attends, d'ailleurs, ça permet déjà aux acteurs locaux de savoir qu'est-ce qui va se passer, où seront peut-être les bureaux de vote, où seront placés telle chose. Les électeurs et les acteurs locaux savent déjà ça et vont se familiariser avec ça avant que la Sénat n'amène encore d'autres étapes dans ce processus-là. Donc, si on revient, on va dire la Sénat est en train de suivre son calendrier normal par rapport au calendrier électoral et aux calendriers électoraux qui vont venir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ne pas être loin, la Sénat est dans son timing en fait. La Sénat est dans son timing. Puisque la Sénat sait que des élections générales qui viennent, il faut se préparer, il faut se donner une certaine posture, quelque chose va se changer, quelque chose va changer par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc, c'est ça, la Sénat tient compte de tout ça. Vous vous rappelez, il y avait un moment, la Sénat a même donné le nombre le personnel qui sera recruté. Je pense qu'on avait parlé de, je ne sais pas si c'est de l'ordre de 1 million ou bien 1000 et quelques, enfin bref, il y avait un chiffre comme ça qui avait circulé par rapport aux gens que la Sénat va recruter pour s'occuper des élections. Donc, des dizaines de milliers de personnes. Des dizaines de milliers de personnes, voilà. Donc, la Sénat est dans son calendrier, dans son timing normal. C'est pour ça que tout à l'heure on disait, il faut même pas que le timing du travail d'une structure vienne bloquer et le timing de l'autre. Chacun reste dans son timing. Ce que l'année pas proposé, sorti en tant que statistique, ça reste certainement dans son timing. Et le moment venu, comme on le dit, ça va sortir la liste électorale que ça va confier à la Sénat et ainsi de suite. Tout va. On devrait s'inquiéter si rien ne se fait aujourd'hui du côté de cette structure-là. Puisque ça se fait, puisque ça continue, moi, on ne peut souhaiter que du mieux à cela. Parce que plus vite, les choses seront sûres. Et en ce moment, chacun prendra les dispositions, peut-être pour chercher à demander à corriger ce qu'il faut, ou peut-être demander à préciser et ce qu'il faut. Donc moi, je pense que la Sénat fait bien de poser, de sortir ces premiers éléments qui permettent aux gens de se positionner. Oui, capitaine Napoléon Maforican, la Sénat, oui, déroule son timing. Oui, c'est pas que la Sénat, c'est toutes les organisations impliquées dans les élections. En réalité, les élections, c'est pas que la liste électorale non plus. Donc, il y a les acteurs, il y a ceux qui participent aux élections. Il y a la logistique électorale. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, du coup, il y a ces élections générales. Et donc, il n'y a pas que la question de la liste. Nous avons évoqué la problématique de la liste. Mais en dehors de la problématique de la liste, il y a tout le reste du dispositif. Donc, la Sénat met en place, vous l'avez cité à l'introduction, un certain nombre de mécanismes qui se déroulent. C'est logique. Mais en dehors de ça, vous n'avez pas parlé de la Cour constitutionnelle qui a lancé, qui aussi mis en place un dispositif de suivi et de gestion de la régularité de l'élection, du contentieux. Vous n'avez pas parlé de la Cour suprême qui gère le processus de suivi de la régularité, du contentieux des élections communales. Et vous ne parlez pas de la HAC qui gère... La Sénat a posé des actes. Toutes ces institutions aussi posent des actes. On ne voit pas. Que vous ne suivez pas. Que vous ne suivez pas. Toutes les institutions posent des actes. Hein? Et c'est pour dire simplement quoi? Que le calendrier électoral est lancé en fait. Il est désormais irréversible. Fini les temps des contestations, fini les temps des lamentations, fini les temps où on menace
qui aura crise. Fini les temps où on pense que la CEDEAO peut obliger le Bénin Les contestations à de changer. Les contestations ne parlent de calendrier, Gabi. J'en connais. Oui, peut-être que toi, tu peux continuer à contester. Mais ça permet aux organisations de continuer. Donc, du coup, la Sénat, étant l'organe central, joue sa partition et la joue bien. Ça, c'est peut-être ça qui fait qu'on la voit. Elle, l'organe central. Donc, c'est ce qui fait que tout le monde pense voir la Sénat. Mais autour de la Sénat, et en dehors de la Sénat, il y a les institutions de la République qui... Mais ce que nous faisons ici, ça participe aussi. Nous jouons notre partition aussi. Ça fait certains débats sur la Sénat, Absolument. sur les élections de 2026. Ça fait partie aussi du rôle des médias. Et nous jouons aussi notre part du travail. C'est pour dire simplement que tout est en ordre. Maintenant, c'est de faire en sorte que les écarts entre le principe et les éventuelles limites puissent se resserrer. Et c'est peut-être ça que les plateformes mises en place par la Sénat sont à saluer. Les modalités d'échange, tout ça là, c'est peut-être là que c'est à saluer, qu'il y ait moins d'écart possible et que les différents acteurs jouent la partition. Mais on ne parle pas des concernés. C'est que dans les états-majors politiques, c'est pas le silence qu'on observe de dehors, pas évident que ce soit ainsi de dedans. Et ça doit frémir, soit individuellement, soit collectivement. Là où, j'imagine, au niveau de la majorité présidentielle, le quartet de candidats, même si tout le monde attend le chef de l'État, je suis quand même sûr qu'il y en a qui se regardent le matin en disant, mais j'ai quand même la tête du pouvoir. Peut-être ça. Mais il y en a qui, peut-être, ont peur aussi de la chose en disant, mais, et si c'était moi? J'accepte ou je dis non. Parce qu'il y en a qui ont peur aussi de prendre le pouvoir. Il y en a peut-être qui se disent, bon, mais on a qu'à vite finir avec cette affaire pour que nous... Donc, ce n'est pas non plus, disons, dans les partis politiques et autres, ce n'est pas facile. Le quitus fiscal, les pièces à fournir, casier judiciaire, je ne sais pas quoi, tout ça, on est déjà dans la fièvre. Parce que ces documents-là, d'ici là, vont commencer par être requis. Je vois dans le chronogramme de la Sénat, on sait à quel moment déjà les élections. D'abord, pour la présidentielle, c'est déjà octobre. C'est déjà octobre. Et c'est pas rien. Donc, d'où la problématique du parrainage. Et dans la problématique du parrainage, c'est encore plein d'équations à variables inconnues. Même des inéquations. Parce qu'il y a des gens qui sont candidats sans être dans un parti politique. Alors, je veux bien savoir quelle est leur marge et quel est leur... quel espoir ils nourrissent. Et ils ont l'air sérieux en se déclarant. Donc, tout ça fait partie du processus. Je pense que tout le monde déjà, est déjà dans la fièvre de ce qui va se passer. Et c'est tant mieux. Voilà. Merci à vous. Joël Atay-Guédégbé. Nous avons eu également des échanges entre la Sénat et les partis politiques. À cette étape, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Non, on doit se féliciter que la Sénat ait mis en branle son chronogramme d'activité. Et cela fait partie de ses prérogatives. Et la Sénat fait plus que ça. Vous avez parlé des différentes plateformes, donc des outils bien sûr, qui vont aider les uns les autres à mieux participer au processus. Il y a le e-learning, il y a la plateforme pour les délégués, il y a même la plateforme désormais, je crois, pour les parrainages, pour aider les élus à ne pas trop se tromper dans la manière de le faire. Il faut attendre la réaction des utilisateurs, notamment, pour savoir si c'est pertinent ou pas. Donc la Sénat doit se disposer à un dialogue aussi permanent que possible avec les différentes parties prenantes. Elle a eu une rencontre, je crois, la semaine dernière, sous l'égide de la CEDEAO, pour voir comment mettre en place un cadre de concertation interpartie autour d'elle. Les pays de la sous-région qui ont les meilleures pratiques électorales disposent de cet organe. Et je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi le Bénin a tant tardé, mais tarde tant à avoir cela. Il est nécessaire que la Sénat soit
le pivot central du dialogue autour des questions électorales. Quel est le lead, qu'elles soumettent les questions qui méritent débat et recueillent les observations, les suggestions, voire les critiques des uns et des autres afin de s'ajuster et que de proche en proche, je ne sais pas si c'est Georges ou Agapit qui le disait, on réduise les écarts entre le principe et les défaillances. Donc c'est comme ça que nous aurons un processus électoral aussi intègre, aussi performant que possible. Il y a encore beaucoup de questions non résolues, même sur le mode de scrutin ou les modalités d'application de la question des 20%. Il y aurait encore quelques précisions à apporter si les choses devaient en rester en l'état. Donc la Sénat n'en a même pas fait assez pour être complètement à la tâche. Et il y a ce que nous voyons, il y a le chronogramme public, mais il y a encore un tableau de bord interne qui permet, je crois, au jour le jour, d'adresser un certain nombre de tâches. Et ce n'est que comme ça qu'elle va remplir sa mission d'organe de gestion des élections, sa mission d'organe principal, je voulais dire, d'organe de gestion des élections. Mais même le ministère de l'Intérieur, je crois que le ministère de la Décentralisation a tenu une conférence avec les préfets sur les questions de manifestation des partis politiques. On en a parlé ici. C'est des choses qui vont influer sur le processus. Il faut aussi que de ce côté, de l'administration territoriale, on se prépare à gérer au mieux les velléités de manifestation qui vont être de plus en plus importantes. Déjà qu'en temps normal ou en temps préélectoral, on a ces crispations. Vous voyez, donc nul ne sera de trop dans la préparation optimale de ces élections. Georges Anangono, alors que dites-vous de la plateforme e-délégué? Je vous avoue que moi, je ne suis pas trop sur les forums. Pour être vrai, le forum e-délégué, je ne sais pas quel est vraiment le contenu. Est-ce que c'est pour que les délégués puissent se retrouver, les délégués de partis politiques? Est-ce que c'est là où il faut aller les inscrire, où le parti politique doit partir dans chaque circonscription électorale ou bien au niveau du bureau de vote pour dire voici qui sont mes délégués qui seront présents? Je pense que si c'est par rapport à ça, moi je pense que c'est une très belle, c'est un très bel instrument, d'accord, qui va aider toujours à pacifier, parce que effectivement, pour la désignation des délégués, c'est pas souvent chose facile pour les partis politiques. Surtout lorsque vous allez dans des coins reculés et qu'il faut que les gens se déplacent pour aller d'un bureau de vote à un autre, ou bien d'une ville à une autre. C'est bataille et des choses là, course contre la montre pour les partis politiques pour pouvoir les désigner le moment venu. Et après, c'est pas seulement les désigner, être sûr qui seront au poste le jour-là. Donc, si aujourd'hui, la Sénat se permet de mettre en place un instrument qui devait faciliter cet état de choses, c'est sûr que la Sénat a vu cette difficulté, que les partis politiques et les absences. Parce que vous savez, parfois on dit, oui, notre délégué n'a pas eu accès aux résultats, peut-être qu'il n'était pas présent, parce qu'il n'a pas été... choses là, mais ça demande aussi aux partis politiques de commencer par travailler sur ces choses-là et de commencer par chercher à désigner leurs délégués à temps. Parce que si ça doit être inscrit sur la plateforme, donc c'est qu'il faut que les gens soient désignés à temps pour aller sur la plateforme, et peut-être un mécanisme aussi qui permettra à la Sénat de savoir si telle personne qui a été inscrite sur cette plateforme-là a été présente le jour des élections. C'est sûr qu'il doit avoir des modalités. Ça va même faciliter la tâche à la Sénat de sortir la liste des délégués au niveau de chaque bureau de vote. À mon avis, je le disais tout à l'heure, on est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que nous ayons des élections moins contestables ou bien des résultats moins contestables que possible, parce que surtout la question de ce rapport entre la Sénat et les partis politiques que vous avez posé à Joël, c'est une bonne question, parce que ce qui est important au niveau des hommes, c'est qu'ils puissent se parler, c'est qu'ils puissent discuter et que chacun ait la bonne foi, pour que dans cette discussion,
on ne retient pas quelque chose et lorsque la Sénat voudra mettre en application demain, des gens se lèvent pour dire non, nous on n'avait pas dit ça, nous on n'était pas d'accord avec ça. Vous savez, c'est déjà arrivé dans ce pays et ça a amené beaucoup de choses. Une décision a été prise à la Sénat, une loi et tout ça, et puis après, et les rapports, les gens ont signé, même ils ont signé, après ils ont dit non, c'est pas, ils sont pas d'accord, donc ils annulent tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut ces gens de rencontre avec la Sénat pour commencer par planir les difficultés qui vont arriver. Et c'est ça qu'on dirait aussi tout à l'heure, je disais par rapport à l'audit. Nous sommes-nous entendus sur quelque chose? Avons-nous retenu quelque chose? Et il y aura des documents qui vont sanctionner ces séances-là et qui vont porter sur ce qui a été retenu entre les partis politiques. Ça permet à chacun de dire non. Lorsque nous étions vus, nous n'avons pas retenu ceci, nous avons retenu cela, et que le peuple soit pris au témoin par rapport à ça. Tout ça pour permettre que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. Et je suis en train de voir, lorsque une structure a du temps convenable devant elle pour pouvoir s'organiser, la structure s'organise mieux et les quiproquos qui puissent avoir, qu'on puisse les aplanir. Quel sera pas notre joie de voir que en 2026, pour la première fois qu'on organise les élections générales dans notre pays, qu'il y a eu de moins de contestations possibles. À mon avis, c'est le bon chemin. Merci à vous. Oui, Agapé Napoléon Mafourican. Et je pense que la Sénat n'a fait que traduire en loi, enfin en action les dispositions légales. Donc la Sénat ne fait pas la loi. J'ai entendu dispositifs controversés. Rien n'est controversé. Quand c'est dans la loi, vous devez vous l'approprier et avancer. Vous ne pouvez pas, comme je l'ai dit tantôt, hein, ça fait rire, mais je répète, même si le législateur est toqué, est nul, est incompétent, je ne sais pas quoi, donnez tous les mots possibles de rail, de corrélat qui existent. Je m'excuse auprès des honorables, même s'il était, c'est lui qui est qualifié. Et donc c'est lui qui prend. C'est lui qui fait. Et le code de 2024 fait la même chose, complète. Celui de 2019. Complète. Une loi n'est qu'une œuvre humaine. Elle est perfectible. Mais tant qu'elle est loi, elle est applicable. Il faut déjà qu'on commence ça. Ceux qui vont aux élections doivent pouvoir assurer le suivi. Donc, les délégués là, ils doivent pouvoir être les représentants, ils doivent partout. C'est le devoir. S'il ne peut pas être, donc il ne peut pas capable d'aller aux élections. Qui voyage loin, ménage sa monture. Il faut qu'on quitte les complaisants. Moi, je me rappelle tous ces échanges entre Adrien Médier et le président Talon par rapport aux capacités des partis politiques de surveiller, je ne sais pas, de tenir un fichier, ou de disposer de contrôler, bon voilà, la maîtrise de leurs militants quand on parle. De leurs militants, voilà. Et Adrien qui est très fier des 30 ans du parti, justifiait les capacités de parti, même trentenaire. Le président a botté en touche. Et c'est ça la responsabilité. Tu es fier de tes trentenaire, mais vous n'êtes pas capable de. En réalité, on ne peut pas continuer à traîner ces stars-là. C'est pas normal. Donc, que ce soit, je pense que la Sénat vraiment fait œuvre utile en accompagnant les partis par rapport à ces plateformes. Par rapport au parrainage, c'est connu. En fait, c'est une affaire interne désormais. Avant, l'électeur avait la marge. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment la marge? Aujourd'hui, je pense que la seule marge qu'il a, c'est de refuser de parrainer et de quitter le champ du parti politique. C'est-à-dire que la discipline à l'interne prend le pas sur sa liberté. Et donc, on revient à l'appareil partisan comme élément central du dispositif de parrainage. On a fait le débat. On revient là-dessus. Tu es libre, hein, tu es un élu, tu as le droit. Mais je veux que tu n'es pas élu hors du parti. Donc, c'est deux écoles. On a vu au départ, et moi j'étais partisan de l'autre, de l'école où tu es élu, tu es libre. J'ai été partisan jusqu'à pendant longtemps de ça. Mais lorsque il a été expliqué qu'on remet le parti, que la logique pour que les réformes ne soient pas bottées en brèche et que les gens n'utilisent les roueries auxquelles on est habitué pour pouvoir remettre en cause ce qui a été bâti et durable, difficilement, je me suis dit, bon, peut-être que c'est un passage obligé.
Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un passage obligé de tenir les lecteurs. Comme le mouton qu'on donne un grade à la corde. Il est un élu, il est disposé de son parrainage, mais il vient de quelque part. Il vient du parti. Le parti garde la haute main sur son parrainage à lui. Mais il a le choix de dire, je ne veux pas parrainer. Il a le choix de refuser. Il est un élu. Mais en refusant lui-même, il sait les risques qu'il prend. C'est clair que désormais, c'est cette logique qui va prévaloir. Donc, attendons que les lecteurs aient cette plateforme. Mais je pense que c'est beaucoup plus les partis politiques qui doivent être éduqués à ça. Pas le lecteur lui-même. Bon, c'est vrai, la Sénat joue le jeu, mais en réalité, du point de vue politique, ce n'est pas l'électeur qui a la main, ce n'est pas l'élu. Ce n'est pas l'élu qui a vraiment la main, c'est son parti. Et donc, on a dit clairement, regardez le nombre et la couverture nationale qu'il faut. Je suis convaincu que l'un des sujets brûlants dans les partis aujourd'hui, ça doit être ça. Qui parraine qui? Non, d'abord les parrainages, comment ils vont être gérés. Et comme cette plateforme existe maintenant, chacun des parrains, c'est-à-dire les députés de chaque parti, 28 et 53, si je ne me trompe, plus les maires, les 77 maires, répartis entre UPR, BR et FCBE, sauront comment fonctionner pour donner la main à leur parti. Et je pense que nous allons démarrer une aventure intéressante qui l'analyste est excité de vivre et de pouvoir analyser aussi, de commenter. Je pense que c'est une nouvelle expérience dans notre processus. Et la Sénat a bien fait donc d'éditer les plateformes. Moi, je salue cette Sénat qui est plus professionnelle. Je pense que l'architecture au Conseil électoral, Direction générale des élections, nous donne une belle architecture d'un organe qui amène. Et je suis convaincu que les expériences passées ont joué. Donc je veux avoir une pensée pour la Sénat Tiando. Elle n'a pas totalement démérité, elle n'a pas du tout, elle n'a pas de Tiando, Madame Bokoladjo. Cette Sénat n'a pas démérité, mais celle-ci, telle que c'est structuré, donne encore plus une visibilité à l'institution et une sorte de main. Elle a la main, elle a l'expertise. Les grands directeurs viennent vraiment du secteur, connaissent de quoi ils connaissent leur matière. Je pense que c'est à l'actif. C'est comme disait Joël tout à l'heure, si on peut essayer de rendre nos élections plus crédibles en utilisant les bonnes pratiques, en exploitant les bonnes pratiques de la sous-région ou d'autres pays africains, je suis convaincu que nous allons commencer par faire des élections, des moments normaux d'une vie nationale, même si elles sont des moments délicates, même si elles sont des périodes délicates de la gouvernance d'un pays, parce qu'elles induisent la gouvernance du pays, elles induisent la dévolution du pouvoir, qui gère tout le reste de la vie nationale globalement après. Et ça, c'est pour ça parfois qu'on peut comprendre certaines pensées. Donc, Maëlle, je pense que oui, le timing fonctionne. Aujourd'hui, 23 juillet, pratiquement à moins de 6 mois des premières élections générales du Bénin, de l'ère du renouveau démocratique, je pense que nous tenons, on peut dire que le dispositif tient la route, les organes sont présents, l'État assume, les acteurs sont là, et apparemment, ça pourrait être quelque chose de beau. Joël Atay-Guédégbé, on convient donc qu'il faut désormais se concentrer sur la logistique électorale. Je croyais que vous allez parler des démons. Bon. La formation, il faut se concentrer sur la logistique électorale, la formation des agents et également la mobilisation citoyenne. Oui, sincèrement, vous voyez, bon, on n'a même plus fait attention à ce qui paraît un détail désormais, mais il avait son importance. La session parlementaire a été clôturée, la première session a été clôturée, et presque à une date qui n'était pas anodine. En tout cas, une date butoir vient de passer, celle qui marque la borne de 6 mois avant les élections, période après laquelle il ne peut plus y avoir de modification unilatérale ou par un camp seulement. S'il doit y avoir modification des aspects légaux, des textes et autres, là, il faut qu'il y ait le consensus le plus large possible, selon
le protocole additionnel de la CEDEAO. Donc si les acteurs politiques conviennent de ça, c'est une étape de franchie également, sauf accord très large pour revenir sur le texte. Donc on passe au domaine de l'appropriation, de la mise en œuvre, et elle comprend une grande partie de logistique, d'organisation. La Sénat, Agapit l'a dit, elle ne fait pas la loi, elle met en œuvre une loi qu'on met à sa disposition. Et elle essaie de dégager les éléments logistiques. C'est pourquoi, à la limite, je ne suis même pas choqué que les militaires soient mis en branle quelquefois pour aider les organes électoraux quand c'est bien compris, quand les tâches des uns et des autres sont comprises. Au Sénégal, où il n'y a jamais eu de coup d'État militaire, l'armée est à fond dans le processus électoral et la poste également. Bon. Mais pour revenir chez nous, aujourd'hui on innove avec des plateformes électroniques qui devraient faciliter la tâche à tout le monde. Encore faut-il accepter de jouer le jeu. Sur la plateforme e-délégué, aujourd'hui, rien n'oblige les partis politiques à avoir, au fond, des délégués dans les bureaux. Mais c'est encore les premiers qui vont contester, qui vont tempêter pour dire qu'ils n'ont pas reçu des PV, de ci, de ça. Alors qu'eux-mêmes ne font pas l'effort de démontrer leur maillage du territoire, des circonscriptions électorales qu'ils veulent conquérir en faisant ce minimum de détachement, d'identification, de détachement du personnel qui doit surveiller, sécuriser les votes qui leur reviennent. C'est ça l'ineptie des partis politiques et des candidats qui encombre le débat, le processus électoral de contestation tapageuse sans faire ce minimum-là déjà. À terme, moi je serais même pour que on oblige les candidats et partis à donner une proportion significative de délégués, parce que nul ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous n'envoyez personne, vous n'envoyez pas suffisamment de monde pour sécuriser vos votes et autres, et vous venez prétendre que vous avez eu des votes qu'on vous a volés. Non, c'est trop facile. Il faut pouvoir, et on ne va pas y échapper. Désormais, ça va être un moyen statistique d'établir, in fine, la présence réelle des partis et des candidats dans les postes de vote. On verra bien qui fait l'effort d'atteindre les 100%. Ça ne devrait pas souffrir de discussion, ça ne devrait pas faire l'objet d'hésitation. Je sais qu'il y a des zones difficiles, mais là, on verra qui est qui prétend aussi être parti à couverture nationale. Voilà, la Sénat, déjà, a à pourvoir aux membres de bureau de vote avec les scrutins couplés, donc les législatives et communales de janvier. On aura des postes de vote de 5 membres. Ça fait du personnel. Vous questionnez tout à l'heure sur rien que le jour du scrutin, si on prend le personnel des centres de vote, des bureaux de vote, ça en fait au bas mot 60 000, au moins 50 000. On pourrait même aller jusqu'à 115 000, sans parler de tout ce qui est supervision autour. Donc c'est de la logistique, c'est du personnel qu'il faut pouvoir identifier en qualité. La loi parle de profil de cadre A, voire B pour être président de bureau de vote, de centre de poste de vote. Chacun de nous observe la réalité. Chacun de nous devra pouvoir aussi observer cette réalité-là. Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous acceptons d'aller gérer les centres de vote sans attendre à tout prix d'être rémunérés? Dans les pays de grande démocratie, on a plaisir à aller servir son pays, son État, et c'est des gens de haut niveau qui vont sacrifier une journée à cet effet. Oui, il faut qu'on y arrive progressivement pour améliorer la qualité également. Mais avec la plateforme e-learning, on devrait pouvoir améliorer la formation, étendre, mieux diffuser les éléments de la loi qui sont fixés, sauf ultime modification
on sait désormais la loi sur laquelle on va travailler. Ça aussi, c'était une difficulté pour la Sénat, que la loi change tout le temps. Donc, il faut se féliciter de la stabilisation du cadre légal, malgré les incohérences, malgré les points qui sont susceptibles d'amélioration. On doit avoir des repères. Et de proche en proche, prendre sa part du travail ou de la tâche qui nous revient. Et l'électeur n'est pas moins important. Il a à surveiller sans interférer jusqu'à ce qu'on soit délivré par la connaissance de ceux qui sont légitimes pour diriger les institutions politiques de notre pays. Donc, souhaitons que la Sénat poursuive sur cette lancée, reste dans les délais, continue d'accompagner, continue d'être écouté, et voilà. Oui, Georges Anangonou, quel est votre regard sur l'état d'avancement des opérations? Non, vous me posez... je ne sais pas. Au fait, c'est la Sénat qui a son planning. D'accord. Si ce planning n'est pas rendu public, enfin, je ne peux pas, moi, rester ici et apprécier l'état d'avancement. Mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux échéances passées, qu'on est en train de mettre en place beaucoup de moyens pour pouvoir réussir et une élection paisible. Par exemple, tout à l'heure, on disait, il n'y avait pas ce cas de concertation entre les partis politiques, la Sénat, pour s'entendre sur ce qui va se faire, ce qui se fait. Il n'existait pas formellement. L'initiative existait selon le Sénat. Il y en avait qui prenaient quand même, qui faisaient l'effort de discuter, d'inviter les partis prenants à échanger. Donc, plus de collaboration sur ce que nous voulons faire, garantir l'appropriation de tout un chacun de nous. Et si on s'approprie, c'est qu'on sait ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer pour ne pas faire des contestations à tort ou à travers. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est sûr, on le dit, les partis politiques doivent s'organiser parce que parfois quand les résultats sont sortis, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc ce qui est bien, c'est de pouvoir travailler aujourd'hui, surveiller par exemple le e-délégué, être sûr de ce qu'on a mis là. Et d'ailleurs, il y a la technologie a tellement avancé aujourd'hui que le délégué peut même prendre l'image des PV et transmettre ça à la direction de leur parti. De toute façon, je sais que c'est ce qu'on faisait à peu près quand, à la veille, et au soir des résultats, nous avons les délégués qui sont dans les différents bureaux de part et d'autres qui nous envoyaient les résultats et au fur et à mesure on faisait notre sommation et on connaissait quelle est notre position, quelle est notre possibilité d'obtenir un siège dans un arrondissement donné. Donc ça va encore être beaucoup plus amélioré aujourd'hui parce que la technologie va s'améliorer. Non, la loi donne une possibilité de compilation, de centralisation au niveau de l'arrondissement. De l'arrondissement. Donc, vous voyez, tous ces éléments mis en place, et moi je pense c'est là où parfois, non souvent, le président Talon me surprend et agréablement d'avoir accepté, par exemple, qu'on puisse procéder à cet audit-là. Si il n'avait pas donné, les gens auraient pris ça comme revendication en train de crier. Aujourd'hui, on a dit, il n'a pas fait, d'accord? Il a cédé à ça, visiblement, pour dire, bon, voilà, tout ce qui peut conduire à, peut-être à une frustration ou à une contestation, il faut y aller. Mais vous savez, on ne peut pas toujours tout faire. Tout bien fait dans la vie, vous ne pouvez pas, sauf si vous n'êtes pas un humain. Donc je ne dis pas que nous sommes sur la scène politique dans notre pays, nous sommes dans le meilleur monde possible. Mais je dis que des efforts sont en train d'être faits de part et d'autre. Hein. Je ne dis pas forcément la même du côté de l'opposition, des efforts sont en train d'être faits et nous serons grands dans notre pays. D'autres nous respecteront comme on nous avait respecté en 90 lorsque nous avons accédé et à la démocratie dans notre pays, au système démocratique dans notre pays. Eh bien, pour les élections générales qui seront organisées en 2026, on nous observe et si nous mettons tout en place, si nous nous accordons tous sur ce qui doit se faire, ce serait encore un succès et ça peut donner des leçons à d'autres pays. Ça peut donner des exemples et non des leçons à d'autres pays. Merci à vous, Georges Anangonou, oui, Agapit Napoléon Maforican. Pour finir. Je le pose. Le problème, c'est un groupe qu'on a fait. Il y a un an, il y en a qui pensaient que cette loi-là, ça peut jamais aller aux élections.
voudrais saluer la République et ses acteurs. Je voudrais saluer la République et ses acteurs. Et je voudrais saluer la République et ses acteurs. Et son chef, inébranlablement orienté vers un certain nombre d'objectifs. Lorsqu'un malade porte de la gangrène, porte une plaie gangrénée, on ne lui demande plus son avis sur la thérapie. La question est très... Le chirurgien pose une question choc. Soit tu gâtes ta gangrène et tu vas directement à Patresse, soit on sectionne, parce que la plaie n'est plus curable. Alors, il fait un choix. Mais la plupart vont dire, quand on dit mort là, ou couper un pied, 90% vont dire il faut couper d'abord le pied. Si on est sûr que ça va marcher, on est sûr. On a atteint un niveau de gangrène comportementale tel que, à un moment donné, il fallait que l'État s'assume. Et dans le cadre de ces élections qui arrivent, je pense que ces élections vont couronner une série d'élections depuis 2019 où l'État s'est assumé. J'entends les gens dire ce qui s'est passé en 2019. Ça veut dire que l'État était gentil. S'il n'y avait pas eu l'amnistie, les gens devaient être jugés parce qu'ils ont créé la violence, ils ont permis la violence, ils ont conduit à des situations qu'eux-mêmes évoquent aujourd'hui comme à charge de l'État. C'est eux qui étaient responsables. Mais on n'a pas responsable, on n'a pas situé. En 2020, 2021, ils sont revenus encore. Je pense qu'un État se déjà fragilisé et refusé d'avancer. Aujourd'hui, nous sommes allés vraiment loin. Moi, comme je l'ai dit, moi au début, je regardais ce code comme venu du néant. Je dis, attends, on ne va pas appliquer ça. Mais avec l'explication, la pédagogie, l'évolution, vous vous rendez compte qu'il n'est pas si inexploitable que ça. Et que c'est un code qui nous projette vers l'avenir. On va voir peut-être les incohérences, on va voir peut-être quelques différences, peut-être éventuellement, qui peuvent être corrigées. Mais nous restons toujours dans le code de 2019, avec un complément et quelques correctifs sur le code de 2024, qui peut sans doute après 2026, peut changer, peut transformer, ou peut-être tout le code de 2019, ajouter des éléments de 2024 et autres, et peut-être d'autres, vont nous permettre d'avoir un code électoral assez stable pour permettre à la Sénat d'aller plus loin, encore dans les préparatifs. Et moi, dans les préparatifs, il y a deux choses. Peut-être on va revenir là-dessus. Avoir un fonds pérenne pour les élections et former une liste de volontaires. C'est-à-dire, la Sénat étant une Sénat permanente, il y a des experts électoraux formés par l'Université d'Abomey-Calavi en master. Il y a des acteurs qui ont des pratiques, des spécialisations en management des élections ou en aspect logistique, observation. Ne serait-ce même que la base des agents électoraux sont utilisés par la Sénat, voilà. Il faut pouvoir documenter. Il y en a plein, donc si on les documente, on peut les former et de voir parmi eux qui veut des volontaires, comme ça une fois tous les 5 ans. Enfin, je pense qu'on a une perspective électorale possible qui nous permette de vendre notre expertise si on se prend plus au sérieux. Là, j'ai l'impression que nous sommes au début d'une histoire qui peut être meilleure, qui peut être fantastique et que nous pouvons vendre dehors si on se prend vraiment au sérieux. Moi, c'est ce que je retiens de ce test. Il est un test futuriste peut-être. Il choque à premier égard parce qu'on n'est pas habitué à cela. Au Cameroun, il y a 80 candidats. Bon, on va me dire oui, il y a des candidats sérieux, des candidats importants, d'accord. Mais devons-nous passer par cette cage de 80 nécessairement, de 25, de 30? On a déjà connu ça. Pourquoi ne pas aller directement? Donc, c'est futuriste. Et il nous appartient maintenant de le rendre vraiment, de le digérer concret sur le terrain. Et c'est peut-être sur à quoi s'attelle la Sénat et les autres organes. Aux partis politiques, je pense que il leur appartient maintenant de jouer pleinement leur partition. On les attend, ils sont dans l'expectative. Quand même, ils travaillent. J'ai vu, les LD ont mis en place un comité. J'ai lu pour proposer. Espérant qu'au dernier moment, on ne va pas leur imposer A et B. Bon,
Enfin, ça c'est à l'heure interne. Dans la majorité, je suis sûr qu'entre l'UP et le BA, bon, malgré la concertation, il y a aussi de petites rivalités, c'est logique. Hein. Et de l'autre côté, Moël et Renaissance Nationale qui observent et qui veulent aussi jouer leur partition. C'est de bonne guerre. Mais nous sommes là pour apprécier, peut-être, donc on reviendra sans doute là-dessus, sur un autre aspect, peut-être de l'audit, peut-être de l'après-audit, peut-être entre l'EIP et l'EPI, et l'EI, peut-être après l'EI. Donc, c'est... Maël décidera et nous la viserons. Voilà qui vient mettre fin au débat. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican, Georges Anangonou, Joël Latay-Guédégbé. Merci à vous également. Chers téléspectateurs, le processus électoral de 2026 est lancé à double vitesse. D'un côté, une machine administrative et institutionnelle bien huilée qui se déroule et de l'autre côté, un audit du fichier électoral. Au milieu de tout cela, il revient aux partis politiques de suivre et de s'adapter à l'avancement des opérations afin de garantir un processus électoral équitable. Mesdames et messieurs, c'était le Forum politique, l'édition de ce mercredi 23 juillet 2025. Retrouvez-nous en rediffusion demain, jeudi, à la même heure, 21h30. Et on va se donner également rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.